Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, donc très à chaud, je vais vous parler du 8e opus de la saga Mission Impossible, enfin sorti nationalement en France ce mercredi, intitulé The Final Reckoning, donc suite directe de Dead Reckoning, et peut-être le dernier, on ne sait pas, avec Ethan Hunt, Tom Cruise, donc en tant qu'acteur principal et producteur, mais ça, mystère, je l'évoquerai peut-être dans la zone spoiler. Une nouvelle fois réalisé par Christopher McQuarrie, je crois que c'est le 4e maintenant qu'il fait, et autour de Tom Cruise, nous avons actrices et acteurs qu'on a vus dans le précédent, et même antérieurement, pour les plus anciens, Ving Rhames et Simon Pegg qui jouent Luther et Benji, l'équipe rapprochée de Ethan Hunt, Henry Czerny qui était là dans le précédent et dans le premier Mission Impossible, Hayley Atwell de retour, Grace du précédent, de même que Pom Klementieff, qui était une antagoniste, mais elle l'est moins maintenant, tandis que le grand méchant Gabriel est joué toujours par Esaïe Morales, celui qui est peut-être derrière l'entité mystérieuse de l'intelligence artificielle. Retour aussi de Shea Whigham ou de Greg Tarzan Davis, tandis que Angela Bassett, qui avait déjà eu un rôle dans cette saga, revient avec le même, mais un petit upgrade de chef de la CIA. Elle est devenue présidente des États-Unis, figurez-vous, Erika Sloan, comme s'ils avaient voulu anticiper l'arrivée de Kamala Harris au pouvoir. C'est raté. Bon, je vais pas citer forcément tous les autres ici, surtout que j'en parlerai peut-être un peu dans la zone spoiler. Donc oui, techniquement, ça aurait dû être Dead Reckoning Part 2, mais le précédent n'ayant pas très bien marché, ils ont changé certains plans, peut-être même aussi fait évoluer le scénario, on ne sait pas trop. Bref, pour resituer par rapport donc au Dead Reckoning précédent, Ethan Hunt, en tant que sauveur potentiel de l'humanité, doit affronter l'entité, sorte d'intelligence artificielle qui va prendre le contrôle à peu près de tout le monde, voilà, entier, je reste vague pour l'instant, et il a la clé, peut-être, pour mettre fin à son existence ou prendre le contrôle, il y a toujours ce dilemme-là, et donc retrouver la code source, le code source, pardon, dans un sous-marin russe. Ça, c'était le début de Dead Reckoning. Il va falloir un moment, il va y avoir un truc sous-marin, mais ça, c'était prévu et annoncé dans les trailers. Sauf que Ethan Hunt, comme d'habitude, en solo, contre l'ordre de la présidente des États-Unis, qui aimerait bien qu'elle se rende, ça c'est l'introduction, lui, il veut vraiment la détruire, cette entité, sauf que problème, s'il la détruit, ça pourrait mettre fin au monde tel qu'on le connaît. Mais si on la détruit pas, elle pourrait, elle aussi, cette entité, d'une autre façon, mettre fin à ce monde en tuant des gens. C'est mal barré, la mission semble très impossible, mais porté par le destin peut-être, Ethan Hunt va-t-il réussir à sauver la mise et peut-être survivre ou pas, parce qu'on pouvait en douter fatalement, vu que c'était potentiellement le dernier. Et on va bien sûr, comme d'habitude, visiter pas mal d'endroits dans le monde. Forcément, le Grand Nord pour le sous-marin. On va même faire un petit tour vers le peuple inuit. Il y a l'Afrique du Sud aussi, et ça commence à Londres. Voilà. En mode, on va dans l'underground parce qu'ils opèrent dans l'underground. C'est très amusant ça. Le film a un peu d'humour par moment. Le but de Ethan Hunt, donc oui, cette entité, tout ça, mais aussi peut-être retrouver Gabriel et suivre son plan ou pas, le déjouer, car on l'a vu dans le précédent, l'entité semble prévenir l'avenir, prédire les choses, mais faut-il forcément faire comme ce qu'elle avait prévu? Peut-être essayer de la tromper, avant de la trouver. Enfin, la trouver, oui, mais la tromper, cette entité mystérieuse. Mais qui se cache derrière cette entité? Ou est-ce qu'elle agit de façon autonome? Est-ce qu'il y a une réponse dans le film? Je reste vague pour l'instant. Les premiers retours, que ce soit à Cannes ou en avant-première, n'étaient pas très bons. Vraiment, 80% des gens que je connais sortent déçus ou mitigés, en tout cas, de ce visionnage. Donc j'y suis allé en mode, on va quand même y croire, après tout. On va avoir quelques moments d'action, c'était plus ou moins annoncé au préalable. Et je ressors de là, pleinement satisfait, on va dire à 80%. Vu du coup les retours moyens, je suis même positivement surpris. Il ne faut jamais se laisser influencer par forcément ce que les autres en pensent, parce qu'il n'y a que votre avis qui va compter. Après, vous argumentez, vous discutez, et on échange, quoi. Mais finalement, je peux comprendre les bémols, parce qu'il y en a, vraiment, officiellement, frontalement, tu peux
franchement développé sur cela, etc. Mais il y a un truc global qui fait que sur l'ambiance générale et le lore global, certes ça joue sur la nostalgie, le fanservice, mais il y a quelque chose qui s'assume et qui englobe globalement, évidemment, le film dans le destin de Ethan Hunt et la grandeur de Tom Cruise. C'est un petit peu à la limite à un moment, parce que c'est un film qui est fait par lui, à la production, mais bon, il chapeaute tout, pour lui, pour ses cascades, pour ses folies, et à l'image du personnage de Ethan Hunt, c'est le sauveur, le héros. Ne pas faire son surpris non plus. Hein, c'était un petit peu ce qui était prévu. Vous regardez la fin de Dead Reckoning, il y a une voix off et tout qui annonce, voilà, après ce qui se passe sur le train, clairement la couleur. Et puis de toute façon, Dead Reckoning annonçait la couleur, comme les précédents, mais vous voyez, une montée en crescendo. Là, on arrive à un climax qui pourrait donc peut-être les adieux de Tom Cruise à la saga et de son personnage. Et c'est totalement revendiqué. Et forcément, ça essaye de boucler la boucle avec des clins d'œil sur les précédents, plus ou moins subtils, plus ou moins intradigétiques ou non. Il y a des trucs qui sortent un petit peu du chapeau, comme ça, où ça manque peut-être d'explication, mais peu importe, on voit l'idée. Et en contrepartie, ce qui est peut-être finalement le plus grand souci, c'est qu'à force de vouloir réexposer des choses, forcément, si vous avez en tête les films précédents, et surtout Dead Reckoning, ça peut être lourd. Vous voyez, mais quelqu'un qui va découvrir, on va dire, ce film sans avoir vu la saga, ou alors les gens oubliés, ça passe comme une lettre à la poste, en fait. C'est une question de perspective. Moi, je m'en fiche. Je me suis mis dans la perspective du film en lui-même, hein, qui se suffit en tant que tel. Faut oublier l'aspect sériel, même si le début m'a quand même questionné sur l'approche. Je vais y revenir très vite. Mais derrière, il y a quelque chose qui fait que on reprend, alors pas tous les films précédents, bien sûr que non, je vais rester vague pour l'instant, mais c'est surtout le premier et le 3, plus Dead Reckoning, hein, qui sont référencés, de façon plus ou moins importante finalement, mais le premier était déjà plus ou moins référencé avec le retour du personnage joué par Henry Czerny, donc Kittredge, dans le précédent, donc finalement là, et donc c'est par rapport au destin d'Ethan Hunt, on voyait les flashbacks dans Dead Reckoning, bon, qu'on voit que d'une certaine façon, oui, je me répète, mais la boucle doit être bouclée. Et ce qui se passe là, dans une forme de surécriture peut-être, mais le scénario, on s'en fiche. On voit que le scénario, il est juste prétexte pour développer autre chose. Une ambiance, la mise en scène d'action et tout, et quelque chose qui va nous raccorder à l'émotion des personnages, et aussi à leur destin et à leur aboutissement, je dirais. Bon, évidemment, Ethan Hunt en priorité, mais pas que. Ce qui veut dire que finalement, malgré des dialogues hyper blabla, surexplicatifs, il y a des moments où c'est hyper fonctionnel et oui, c'est lourd. Mais il y a des moments même où on sent que ça joue là-dessus, que ça en est presque à moitié drôle, peut-être involontairement, mais à un moment, il y a un personnage qui sort du chapeau. Je dirais ça dans la zone spoiler, c'est pas très important, mais je ferai une zone spoiler là-dessus. Il y a quelque chose qui est très amusant autour, mais qui va finir par être touchant aussi. L'idée de répéter, bon, voilà, ok. Mais après, bon, on arrive à des scènes d'action. Alors, beaucoup de gens n'en retiennent que deux, et c'est normal. Celle du sous-marin, plongée absolue. On n'est pas loin de James Cameron. C'est vraiment abyss-like, quoi. Même que les personnages, donc avant de trouver le sous-marin au fond, il y a un autre sous-marin au-dessus, un peu américain, ils sortent d'un film des années 80, clairement. Il y en a une, c'est presque Ripley sous l'eau, quoi. C'est un personnage qui aurait pu être joué il y a quelques années par Michel Rodriguez. J'exagère à peine, hein. Ça fait un petit peu, voilà. T'as un peu l'impression justement que le film joue avec un autre temps, parce qu'on est obligé aussi d'aller dans un autre temps pour contrer l'entité qui est trop numérique et tout, donc on revient à l'analogique, et même le film lui-même tente de raccorder donc au passé, et c'est un film qui cherche à remettre vers le passé aussi, pour aller vers un autre avenir. C'est passionnant parce que ça revendique aussi cela sur pas mal de points, de façon plus ou moins subtile. Faudra le revoir et tout, je pense qu'il y a vraiment une tentative comme ça dans la vibe. Donc oui, la scène du sous-marin, les avions à la fin, extraordinaire, hein, Buster Keaton, merci, c'est Tom Cruise qui a pris le relais et l'héritage, mais bon, toujours plus loin, toujours plus haut ou toujours plus bas, hein, voilà, on joue sur la profondeur et les hauteurs. Il ne reste plus qu'à faire un film dans l'espace maintenant. Alors ce sera peut-être pas une Mission Impossible dans l'espace, mais un Tom Cruise dans l'espace, visiblement c'était plus ou moins prévu, je sais pas, parce que là c'est 400 millions de budget. Si tu fais un film dans l'espace, ça va pas forcément être très loin du milliard, mais bon, après tout. Et donc oui,
ces grands moments climatiques, de cascade, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a des moments de baston, alors pas vraiment trop au début avec le personnage de Pomme Clémentieff qu'on va récupérer, la Paris. Mais plus tard, il y a quelque chose de très fort dans un montage alterné de 2 scènes d'action, une dans le sous-marin avec Ethan et une dans le Grand Nord avec le reste de l'équipe et les Russes. Il y a quelque chose qui se marie très bien et il y a un effort du coup dans la structure et et un beau travail de montage dans le film. Quand bien même au début il y a des ellipses mal gérées, c'est parfois trop long et trop rapide dans certains enchaînements, trop long dans le blabla et trop séquencé d'une séquence à l'autre où les personnages limite télétransportés, hein, vous voyez, parce qu'il fallait gagner du temps. C'est vrai que c'est un peu maladroit sur le départ quand même, hein, il faut les encaisser les 20-30 premières minutes, mais après finalement une fois qu'on est dedans, bah, ça se suit. Alors c'est un peu le paradoxe, ce film parfois est trop long pour ce que ça raconte, il aurait pu être plus long autrement en gérant d'autres choses, certes, mais au final, une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage, tu es donc dans cette mission impossible qui va développer parfaitement les choses. Et ça je peux comprendre, hein, le développement autour de l'entité ou de Gabriel soit un poil frustrant, je l'accorde. Et c'est vrai, c'est-à-dire que j'aurais pu attendre plus moi-même, mais j'ai à un moment compris l'idée, c'est pas essayer de faire quelque chose de fou autour de cette entité, qui est référencée par rapport à quelque chose d'avant, plus ou moins, mais bon, c'est une structure de boucle, de toute façon, le film fonctionne comme une boucle, vous l'avez compris, même cinématographiquement, on essaye peut-être une boucle, voilà, de Buster Keaton à Cameron, en passant donc par aujourd'hui ce que fait Tom Cruise, peut-être, mais oui, bon, Gabriel, on pouvait attendre mieux de son personnage et de son évolution vu le précédent. C'est-à-dire qu'il perd en aura et en charisme. Et comme l'essentiel est ailleurs, et que c'est le héros et le sauveur qui doit prendre d'une façon ou d'une autre le dessus sur la caractérisation, bah oui, Gabriel se transforme aussi en méchant des années 80. On revient à l'analogie, que là c'est le méchant analogique, quoi. Je suis le méchant. Grosso modo, c'est plus ou moins ça à un moment. Hein, bon, même s'il a son plan et tout, même s'il a quand même cette dureté de méchant. Bon. Et voilà, après pour le reste, la musique, tout ça, bah, c'est très Mission Impossible. Il n'y a pas forcément de thème très marquant en soi, mais il y a aussi, parfois un peu trop, je trouve. Et donc dans ce que ça développe sur ce que Ethan doit faire. Cette idée aussi, ce raccord avec son équipe proche, Benji et Luther, très important, je vais développer ça après. Cette idée que ils vivent dans l'ombre et tout, c'est un petit peu le motto, le slogan, la devise de Mission Impossible. C'est-à-dire qu'ils doivent à la fois faire ce qu'ils font pour ceux qui leur sont proches et ceux qui n'ont jamais rencontré. Il y a cette idée que, oui, son équipe, c'est très important, mais les gens lambda autour aussi. Et il y a une idée de destinée aussi sur ce que les personnages ont parcouru avant pour arriver là. Il y a cette idée que l'entité, elle prédit beaucoup de choses, d'où l'introduction qui est très étrange là-dessus, où on a l'impression... Le départ, donc quand... Tom Cruise, Ethan Hunt, écoute le message analogique VHS de la présidente, qui va s'autodétruire, eh bien, il y a aussi les images des films d'avant qui reviennent. D'ailleurs, le film a beaucoup de flashbacks, surtout dans la première partie. Mais il y a aussi un petit truc comme ça qui annonce, on le voit subliminalement, des scènes potentielles du film, parce que l'entité prédit des futurs possibles. Donc il y a ça. À un moment, il va se connecter avec l'entité aussi. Il y a ça. Donc en fait, ce qu'on peut voir au début, c'est normal. Le passé, le présent de la menace et le potentiel futur, et le film est là-dedans. Et donc finalement, c'est logique que ça joue sur une forme de nostalgie, un peu de fanservice, avec l'aboutissement de Ethan Hunt d'une certaine manière. Il y a une forme d'aboutissement, je ne dis pas lequel encore. Voilà. Donc, spoiler. Déjà, première chose, au début, donc vous n'avez pas de voir, on ressort l'anti-dieu, là, Anti-God, du 3, la patte de lapin. On n'a jamais su ce que c'était, hein. Mais en fait, c'est le début de l'entité. Cette patte de lapin, c'est l'embryon de l'entité, et c'est Ethan Hunt, lui-même, en sauvant à l'époque son épouse, ou celle qui allait devenir son épouse, je ne sais plus, qui a permis à cette entité plus tard de proliférer, en fait. C'est Ethan Hunt, dans son destin, qui a créé l'entité indirectement. Enfin, il a permis la possibilité que cette entité en soit là. Donc il est responsable, et donc il doit remettre les choses en place. Mais c'est ça cette idée de boucle. Comme le fait aussi que Gabriel a tué donc une femme, Mary, et c'est à cause de ça que Ethan Hunt est allé en prison, parce qu'il a dû être accusé du crime, et que du fait qu'il soit en prison, après il a été recruté pour servir son pays et pas faire sa peine. Donc, Gabriel a créé Ethan Hunt. Ethan Hunt a créé... Enfin, Ethan Hunt, Mission Impossible, hein. Ethan Hunt a créé indirectement l'entité, et du coup, il y a ce sommet final, quoi. Tout doit être remis en place, et que le monde bascule potentiellement là-dessus. Donc, l'entité, évidemment, à un moment,
Elle peut détruire, si on la détruit, elle détruit, mais si on la détruit pas, elle détruit, sauf si en un clin d'œil, le personnage magicien pickpocket de Grace, parce que c'est ça, hein, on le voyait déjà dans la scène de l'aéroport dans le précédent, réussit à faire un truc en 1 millième de seconde. Non, pas 1 millième de seconde, c'est beaucoup, non, en 100 millième de seconde, donc 1 dixième. Bien sûr, elle va réussir. Bien sûr qu'il y a une happy end. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il y a cette idée derrière que cette boucle fait que Ethan Hunt, on se remémore ce qu'il a fait avant, c'est la mission impossible ultime. Et cette idée qu'il est vraiment seul et qu'il y a un petit à côté avec la présidente des États-Unis et au rapport aussi américain autour, j'y reviendrai après, mais c'est que forcément le film raccorde à d'autres films précédents. On va même nous ramener, et ça joue dans la destinée et la boucle, hein, un personnage très lambda sur le papier du premier long métrage joué par Rolf Saxon, enfin mieux William Dunlow, là, qui était un grand Manitou de la CIA, qui, à cause de Ethan Hunt, de la mission du début, avec le couteau là qui tombe, a été muté très loin. Et ben il a été muté dans le Grand Nord, et c'est grâce à ce qui s'est passé dans le premier film qu'il a pu rencontrer sa femme et tout. Donc là, le destin les remet sur la même route, c'est le hasard et le destin, et il va être content, William Dunlow, alors qu'au début, il n'était pas content d'être muté là-bas, parce qu'il a rencontré l'amour de sa vie, et grâce à Ethan, indirectement, il a pu réaliser cela. Donc il va aider. Il y a quelque chose de touchant avec un personnage lambda comme ça. Il y a un truc totalement inutile, qui est mal géré finalement dans la finalité. Bon, c'est que le personnage de Shea Wiggum, l'agent de la CIA, c'est le fils de Phelps, le Manitou, l'ancien mentor et grand méchant du premier film, joué par Jon Voight. Mais finalement, bon, au final, il lui serre la main parce qu'il a sauvé le monde. Oui, parce qu'il sauve le monde, hein, Ethan Hunt à la fin. Et bon, pour Gabriel, on ne sait pas, c'est un mercenaire lambda qui a été récupéré par l'entité. Bon, ok, bon, c'est pas là-dessus, il n'y a rien de plus. Mais il y a quand même quelque chose, voilà, moi qui me fascine. Et c'est pas que du fan service, c'est quelque chose qui est en lien avec cette boucle de cette entité aussi. Tu as créé le mal, tu finis. Tu termines ce mal et tu sauves le monde. C'est un peu ça l'histoire de Ethan Hunt, qui s'est retrouvé là-dedans à cause d'un mal qu'il a subi et qui en ressort au final en punissant celui qui a créé son propre mal, mais aussi son destin, sa mission, parce qu'il est devenu quelqu'un d'important pour le monde. Sinon, qu'est-ce qu'il serait devenu? On ne saurait jamais lui-même. Voilà. Donc c'est très bien là-dessus. On peut y avoir des trous dans la raquette et tout. Il y a des peut-être, c'est vrai que le scénario va trop vite et à force de vouloir trop raccorder, cette idée de se raccrocher ultimement à ce côté boucle, etc. Mais ça marche. Bon, après, à la fin, ouais, Benji est menacé, mais il va quand même survivre, comme si de rien n'était. Retour à Londres à la fin, underground, comme au début. Hein. D'ailleurs, c'est une scène à la fin qui rappelle un petit peu la scène d'équipe du début, même s'ils étaient à Prague. Il y a quelque chose qui fait que finalement, Ethan Hunt, il a réussi à garder son équipe là où, dans le premier épisode, il avait perdu tout le monde. Mais évidemment, le moment d'émotion du film, c'est la mort de Luther. La mort de Luther qui se sacrifie, parce qu'il fallait ça hein, aussi. Bon, en plus, on sent qu'il est malade, le personnage. Bon, okay. Et c'est lui qui va créer donc ce poison qui permettra du coup que l'entité soit menacée et finalement emprisonnée dans un disque dur extraordinaire qu'il a créé lui-même. Voilà. Ok, donc Luther, c'est vraiment la clé du film. Voilà, plus que la clé pour trouver l'entité là dans le machin du truc du Sébastopol, le sous-marin russe. Et c'est très fort parce qu'il revient à Luther en voix off à la fin d'enregistrement qui va s'autodétruire. Donc on boucle la boucle aussi d'un enregistrement qui s'autodétruit et qui permet à Ethan Hunt finalement de conclure son arc potentiellement en beauté et en paix. Sauf que quand tu vois à la fin, tu te dis que c'est potentiellement pas le dernier. En gros, bon, si ça floppe comme le précédent, vu les 400 millions de budget, pas sûr que Tom Cruise rempile. Peut-être qu'il a d'autres projets aussi. Peut-être qu'il reviendrait genre dans 10 ans, mais ça serait compliqué pour passer la main. Mais il y a toujours quelque chose. Finalement, l'entité, bon, elle est enfermée là-dedans, dans l'ombre, un petit peu comme si c'était Jurassic Park. Vous savez, on trouve là le moustique, bon, ça me rappelait ça, mais ça n'a rien à voir. C'est plus proche de James Cameron que Spielberg, même si c'est un peu d'Indiana Jones indirectement vers la fin. Dans une sorte de serveur en Afrique du Sud. Là, on n'est pas dans l'antre de la dernière croisade, mais ça aurait pu. Tu sens que, pourquoi pas, Grace pourrait... voilà, parce que Grace, pendant le film, à un moment, elle doute. Hein. Elle doute, elle aimerait que Ethan prenne le contrôle, qu'il soit vraiment Dieu. C'est intéressant, à un moment, le film joue là-dessus. Ethan, c'est tellement le sauveur christique et tout, que pourquoi pas être lui au contrôle de l'entité pour qu'il soit Dieu. Lui, le nouveau maître du monde. Forcément, il serait bienveillant, mais il le refuse. Il sait qu'en fait, ça lui montrerait à la tête et tout. Et l'autre truc très passionnant, je finirai là-dessus, après, on développera en commentaire, parce que j'oublie forcément des choses, c'est tout ce qui se passe là dans le bunker américain. La présidente est à 2 doigts de balancer des trucs nucléaires partout
empêcher l'entité d'attaquer tout le monde, elle serait prête à détruire une de ses villes pour pas qu'après il y ait une troisième guerre mondiale, et elle va refuser au dernier moment. Et c'est intéressant de la voir prendre la bonne décision, alors qu'autour, c'est les Américains, quoi. Donc un petite critique sur l'Amérique, mais finalement, on imagine qu'il pourrait y avoir des leaders politiques qui auraient la tête sur les épaules à ce moment-là. Je suis pas certain qu'avec le président actuel à la place d'Angela Bassett, son personnage dans le film, il aurait pas tout fait péter. Je suis même pas sûr qu'il aurait pété une ville américaine pour cacher l'idée que, voilà. Bon, c'est intéressant ça, c'est un petit discours géopolitique, il est là quand même, parce que la tension, on la sent dans ce bunker, avec le général là, qui prend une arme de... Mais en fait, au final, cette arme, il va l'utiliser pour le bien, alors que probablement, il avait une autre idée en tête. Voilà. On revient pas trop sur le personnage de Marie en flashback, pourtant Mariella Garriga est toujours créditée, mais finalement, on n'en fera rien. On n'en fait rien autour de Gabriel aussi, donc il y a quand même des choses qui vont pas spécialement dans l'écriture scénaristique pure. Mais dans le global, et dans le ton, dans l'ambiance, dans les cascades, dans les actions, et dans cette idée d'englober tout le lore Mission Impossible version Ethan Hunt, je pense que le film fait le café et remplit son contrat. Donc moi, je suis content de ce film. J'ai passé un très bon moment, passé les 20-30 premières minutes où tu sens que ça balbutie un peu. Après, Christopher McQuarrie, ses balbutiements cinématographiques développent le tout. Les scènes d'action sont super mises en scène, voilà, superbement mises en scène. La pression, la tension, on la sent dans les abysses quand même. Bon, il y a des trucs qui sont improbables, mais bon, c'est Tom Cruise, c'est Ethan Hunt, c'est un héros, il se sort de tout. Et puis il y a des trucs qui arrivent à être touchants, il n'y a pas que lui faire. Même le personnage William Dunlow là, du premier film qui revient, moi je trouve que c'est marquant. Voilà, c'est bien. Voilà. L'histoire des chiens aussi, de Trello, vraiment j'ai dit, ils vont nous faire The Thing, non, quand même pas. C'est marrant. Voilà. Je vais faire un zone spoiler pour dire que finalement, ce Mission Impossible Final Reckoning, je vais peut-être faire partie des 20-30% qui ont vraiment apprécié. Je dis pas que c'est le meilleur, parce que c'est clairement déjà trop tôt pour faire des classements, et je ne fais plus de classement. Et la saga, j'ai pas envie de classer les films. Non, il y a plus abouti dans l'ensemble, mais dans l'aboutissement justement global, final, on était en droit d'attendre plus de choses, plus de grandeur, on va dire. Mais dans ce que ça tente, dans ce que ça fait, dans ce que ça aboutit, et surtout dans ce que ça revendique être, c'est assumé, ça marche. Oui, il y a des soucis. Il y en a. On va toujours en trouver des soucis. Même dans toutes les missions impossibles avant, vous pouvez trouver des soucis. Mais le film est totalement donc dans l'idée que c'est Ethan Hunt, Tom Cruise, et que voilà. Ce qui peut avoir ses limites. Mais je trouve que là, c'est vraiment bien fait. Voilà, c'est bien fait par rapport au raccord fait avant et par rapport à ce destin, cette idée de destinée boucle. Là, je reviens, mais c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de choses à analyser là-dessus. Si thématiquement, ça peut être plus pauvre sur l'intelligence artificielle quand même que le précédent. Bon, il y a quand même le retour à l'analogique pour la contrer, mais globalement pour le reste, ça aurait pu être plus poussé. Mais c'est parce que c'est toute la saga qui a pris le dessus par rapport à l'intrigue pure de celui-là et du précédent, tout simplement. Ce qui est d'ailleurs, voilà, un mal pour un bien, mais c'est quand même un problème. Mais bon, the greater good, hein. Voilà, c'est pour un bien plus grand par rapport à une cohérence globale. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Je serai peut-être l'un des rares, vraiment, du coup, à en dire du bien sur YouTube, j'en sais rien. Hein. Mais moi, je veux votre avis, on en discute, on échange en commentaire. C'est important de discuter, de partager nos ressentiments et nos sensations sur ce film. Et si j'ai oublié des trucs ou si j'étais imparfait. Voilà. Ah oui, dernière chose. Oh, j'aurais dû faire un zone spoiler. Non, c'est pas un spoiler. À un moment, il y a la date de sortie du premier film, 1996, avec la date précise, du premier Mission Impossible sur un papier et tout, on sait pas trop quoi. Mais voilà, il y a même ce clin d'œil là. Pourquoi il est là? Pourquoi pas après tout? Bon, j'ai peut-être manqué un petit truc là-dessus, mais c'est marrant. On raccorde à la sortie du premier film en date. Une date importante, c'est celle de la sortie du premier Mission Impossible au cinéma. Oui. Comme quoi, le film s'assume vraiment là-dessus. C'est peut-être gratuit, mais ça m'a amusé. Allez, à vous la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao!